Bonjour à tous. Alors vous connaissez tous l'attaque japonaise sur la base américaine de Pearl Harbor. La base navale du Pacifique est attaquée par surprise par des avions japonais au petit matin du 7 décembre 1941, coulant des cuirassés au mouillage et détruisant des avions au sol sans que les Américains aient le temps de réagir. Mais ce que vous savez peut-être moins, c'est que les Américains donnèrent eux-mêmes toutes les clés aux Japonais pour que cette attaque soit un succès. C'est ce que je vous propose de voir dans l'émission d'aujourd'hui. Mais tout d'abord, un petit mot de Fiverr, le sponsor de cette émission. Fiverr, c'est un site de mise en relation avec des prestataires multimédia freelance, qu'il s'agisse d'animation vidéo, 3D, création de logos ou de PowerPoint. Pour ma part, j'ai travaillé avec FX Genius, qui a créé l'animation de mon logo d'introduction sur la base d'un script et de l'expression de mes besoins. Si vous aussi vous souhaitez faire appel à FX Genius et à Fiverr, rendez-vous en commentaire sous l'émission. Bon visionnage. « 21 juillet 1921. Sur le bastingage de l'USS Henderson et d'autres navires, se massent des dizaines d'amiraux, de journalistes, d'hommes politiques et d'observateurs étrangers. Devant ces navires se dresse l'ancien cuirassé allemand Ostfriedland, mouillé au large du Cap Henry, en Virginie. Le Ostfriedland n'est plus qu'une carcasse vide et va servir ce jour-là à une démonstration, celle du brigadier général William Mitchell, chef adjoint du corps de l'armée de l'air américaine. Depuis 2 ans, Mitchell tente de convaincre sa hiérarchie et plus encore les amiraux de la puissance de l'aviation, arme encore relativement nouvelle. Et en cet été de 1921, il a enfin l'occasion de prouver ses théories devant un auditoire particulièrement prestigieux et surtout particulièrement dubitatif. En effet, depuis l'arrivée des cuirassés de type Dreadnought au début du siècle, le cuirassé est considéré comme l'arme navale suprême et personne, en dehors de quelques individus, ne pense que l'arme aérienne ne les supplantera. Parmi ses précurseurs, l'aviateur William Mitchell, héros de la Première Guerre mondiale, décoré notamment de la Croix de guerre française et véritable célébrité aux États-Unis. En décembre 1919, Mitchell publie une interview dans la presse dans laquelle il annonce que l'arme aérienne va devenir plus importante que la marine dans très peu de temps, provoquant les moqueries dans l'US Navy. En 1920, il prétend devant le Congrès que l'armée de l'air peut couler n'importe quel cuirassé au monde et demande à effectuer une démonstration. Il tente de convaincre l'état-major, la marine et les hommes politiques que les avions défendront plus sûrement les côtes américaines que les très coûteux cuirassés. Fatigué par ces allégations et voulant défendre ses budgets de construction navale, l'US Navy fit sa propre démonstration cette même année 1920 sur le vieux cuirassé USS Indiana. Si le cuirassé fut coulé, la marine ne communiqua pas dessus et déclara même que l'expérience montra, je cite, qu'aucun cuirassé ne pourrait être coulé ou mis hors de combat par des bombes aériennes. Or, la presse apprend quelques semaines plus tard que la marine avait employé des bombes factices, utilisant des explosifs prépositionnés sur le navire pour simuler l'attaque. Et alors que le rapport prétend que les avions ont eu une réussite de 11% de coups au but, la presse rapporte que le taux de réussite fut en réalité de 40%. En 1921, Mitchell est à nouveau auditionné par le Sénat et déclare « Tout ce que nous voulons, c'est que vous veniez nous voir attaquer un cuirassé, donnez-nous un cuirassé et observez. » L'exercice eut lieu au large de la baie de Chesapeake sur la côte est américaine. Les conditions dictées par la marine furent particulièrement étranges, comme si l'US Navy ne souhaitait pas que l'exercice soit un succès. Tout d'abord, la marine choisit un emplacement situé à 50 milles nautiques de la côte et donc très loin des aérodromes, afin que les bombardiers n'aient pas beaucoup d'autonomie sur zone. Seconde condition, les avions ne pourraient pas utiliser de torpilles et n'auraient le droit qu'à 2 coups au but avec ses plus grosses bombes. Les autres coups au but autorisés devraient l'être avec des petites bombes. Enfin, une inspection des dégâts aurait lieu entre chaque coup au but. Avant les essais, l'US Navy tenta de faire renvoyer Mitchell à cause de ses nombreuses déclarations dans la presse, mais face à l'opinion populaire, le secrétaire d'État à la Défense, John Wick, fit machine arrière. Et nous voici en juin et juillet 1921 pour les premiers tests. Les sous-marins, première cible, sont vite coulés. Puis, c'est un vieux destroyer allemand, le G-102, qui est coulé en 19 minutes par des bombes de 100 kg larguées par les bombardiers américains. Enfin, le croiseur léger Frankfurt est coulé le 18 juillet 1921 à la grande surprise de la marine. Arrive alors le fameux cuirassé Ostfriedland, vétéran de la bataille du Jutland, ayant encaissé 18 obus de cuirassés britanniques, ayant survécu à un impact de mine et conçu pour être insubmersible. Pendant 17 minutes, les avions de Mitchell larguent des bombes légères qui touchent le cuirassé, mais qui n'occasionnent que des dégâts mineurs. Les inspecteurs de la marine et du Congrès montent à bord pour inspecter les dégâts, et les amiraux font exprès de faire durer l'inspection 45 minutes afin de diminuer l'autonomie des aviateurs qui doivent rebrousser chemin avec la moitié des bombes
faute de carburant et à cause d'une météo se dégradant. 21 juillet, dernier jour des tests. Pour être certain de couler le navire, Mitchell ordonne à ses hommes de larguer les bombes dans l'eau, le long de la coque, et non directement sur le navire, afin de créer de lourds dégâts dans la coque pour que l'eau s'engouffre dans le cuirassé et le coule. Et c'est un succès. Les bombes de 900 kg larguées par les bombardiers de Mitchell explosent le long de la coque du vénérable cuirassé qui coule en 22 minutes sous le regard médusé des amiraux. Comble de l'humiliation, Mitchell fait un passage bas au-dessus du navire Tribune pour saluer l'assistance. Pour l'US Navy, l'expérience ne change rien. Le cuirassé est et restera l'épine dorsale de la flotte, même si le charbonnier USS Jupiter fut vite reconverti en porte-avions, le premier de l'histoire de l'US Navy. Si pour les Américains, l'expérience relève alors de l'anecdote, de l'autre côté du Pacifique, une autre nation prend très au sérieux le bombardement du Ostfriesland, le Japon. Les Japonais ont déjà entamé la construction de porte-avions dès 1918. Mais après la démonstration de Mitchell, les recherches sur les porte-avions et l'aéronaval s'accélèrent dramatiquement, notamment grâce à l'assistance technique de leur allié de l'époque, le Royaume-Uni. Le Japon devient ainsi, avec le Royaume-Uni, la première nation à considérer le porte-avions comme un réel outil de frappe en profondeur, plutôt qu'un simple outil de reconnaissance et de soutien au cuirassé. En 1924, l'état-major envoie Mitchell à Hawaï pour l'éloigner de la scène médiatique. Mais le général américain en profite pour étudier les défenses de l'archipel et publie un rapport retentissant sur les faiblesses des défenses de Pearl Harbor. Il annonce publiquement que l'archipel est vulnérable et prédit une attaque surprise du Japon. Le rapport est ignoré et Mitchell fut traduit en cour martiale en 1925 pour insubordination. Démissionnant en 1926, Mitchell décède en 1936, 5 ans avant l'attaque sur Pearl Harbor. Nous sommes en 1932. Depuis plus de 20 ans maintenant, les tensions entre les États-Unis et le Japon s'accroissent dramatiquement. Chaque année depuis 1923, l'état-major américain planifie un exercice majeur entre l'US Army et l'US Navy, avec un scénario d'attaque-défense crédible. Cette année-là, le scénario met en scène une attaque sur Pearl Harbor par une nation insulaire, asiatique agressive, il s'agit évidemment du Japon. Le but de cet exercice est de tester les défenses de l'archipel hawaïen face à une attaque. L'escadre chargée de l'attaque est confiée au contre-amiral Harry Yarnell, un des rares amiraux aviateurs de l'époque. Ayant étudié l'histoire récente japonaise, il se rendit compte que l'Empire du Soleil Levant avait la fâcheuse habitude d'attaquer par surprise avant même de déclarer la guerre. Et alors que les défenseurs de Pearl Harbor s'attendaient à une attaque massive de cuirassés et de croiseurs comme lors des précédents exercices, Yarnell laissa ses gros canons en Californie sous silence radio et navigua vers Pearl Harbor avec ses 2 seuls porte-avions, le Lexington et le Saratoga, escortés par seulement 3 destroyers. À l'aube du dimanche 7 février 1932, Yarnell est à quelques dizaines de milles nautiques de l'archipel hawaïen et n'a pas été détecté. Les 2 porte-avions lancent alors leurs chasseurs et leurs bombardiers, attaquant depuis le nord. Réveillés par les vrombissements des moteurs, la base fut complètement prise par surprise, les aérodromes et les avions bombardés par des sacs de ciment simulant les bombes, sans qu'aucun avion de défense n'ait le temps de prendre son envol. Si l'amiral Yarnell fut déclaré dans un premier temps gagnant, l'amirauté de Pearl Harbor parla de triche et avança plusieurs arguments pour contester cette victoire. Tout d'abord, une attaque un dimanche matin à l'aube fut considérée comme inappropriée. Ensuite, une attaque passant par le nord, et donc par la terre, faisait croire à une approche d'avions alliés et non des avions ennemis, les ennemis n'attaquant que par l'endroit où on les attend, comme chacun le sait. Pire encore, les préjugés racistes furent utilisés pour prétendre que les Asiatiques n'avaient pas les capacités pour bombarder de façon aussi précise. Mis sous pression, l'état-major déclara finalement les défenseurs vainqueurs et personne ne retint les leçons de l'exercice, contrairement à certains observateurs sur l'archipel hawaïen. En effet, le déroulement de l'exercice fut largement observé et analysé par les officiers de liaison japonais au consulat de Hawaï. Ceux-ci furent d'autant plus aidés par la presse locale qui donna tous les détails de l'attaque. Presque 10 ans plus tard, la marine impériale japonaise lança une attaque copie conforme de celle de Yarnell, un dimanche matin et passant par le nord, mais les bombes cette fois-ci, en ce jour tragique de décembre 1941, ne furent pas factices.
Cette émission constitue la première d'un fil rouge autour de l'attaque sur Pearl Harbor. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Il me reste à remercier Fiverr qui a sponsorisé cette émission et FX Genius qui a créé l'animation de mon logo.